Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la première course par étape et la première épreuve, voire le tour de la saison. On va faire la présentation du Tour de Nonder. On parlera du parcours, bien entendu, de cette édition. On regardera la météo, on regardera également les éditions précédentes, qui a performé, qui a été en difficulté, les coureurs au départ, et puis on essaiera de voir les favoris du côté du sprint, mais également du côté du classement général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre, ce que vous attendez un petit peu de cette course, quelle étape vous intéresse, quel coureur vous allez mettre en favori. Tiens, donnez-moi vos 2-3 favoris pour cette épreuve, et puis votre grosse cote, comme d'habitude. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Alors, le débrief de ce Tour de Nonder se passera majoritairement sur YouTube parce que je ne vais pas me réveiller pendant la nuit, je vais rattraper la course en début de matinée ou en début d'après-midi pour ce Tour de Nonder, même si je considère que c'est une bonne chose qu'elle soit enfin diffusée en direct, surtout quand une chaîne a les droits et a un service en ligne qui est plutôt efficace, comme la chaîne L'équipe. Et puis, si vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et en ce moment, il y a énormément de vidéos. Il y aura également une playlist spéciale Tour de Nonder. Il y aura une playlist également spéciale présentation d'épreuves pour la suite de la saison. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thanks. On commence tout de suite. Eh bien oui, c'est la rentrée des classes du côté du cyclisme. Alors, bien entendu, il y a eu les championnats d'Australie, il y a eu également le petit critérium d'avant de Nonder. Mais là, on attaque vraiment la première véritable épreuve de début de saison, la première course World Tour. Alors forcément, c'est pas l'épreuve la plus importante au niveau d'un palmarès d'un coureur, le Tour de Nonder, mais déjà ça permet de faire des résultats en World Tour. Et puis surtout, c'est intéressant pour le début de saison, pour voir où on en est au niveau de sa condition physique, de s'adapter au niveau de l'entraînement, de voir si le travail pendant l'intersaison a bien fonctionné, voir si on arrive à être performant, à tendre ou à hâte. Donc il y a un vrai travail sur le Down Under qui est intéressant, comme sur toutes ces courses de début de saison, j'ai envie de dire. L'objectif n'est pas toujours de les remporter, mais est souvent de se placer et surtout de voir son niveau par rapport aux années précédentes. C'est un Tour de Nonder qui est plus difficile pour moi que d'habitude. Le dernier week-end est quand même compliqué, avec Virunga Hill, avec également cette dernière journée avec le Mount Lofty. Et puis le reste de la semaine, il y aura quand même des étapes intéressantes. À Tanunda par exemple le premier jour. Donc c'est un parcours que je trouve qui est un peu plus difficile, on va pas dire montagneux, mais un petit peu plus compliqué. Et puis c'est la reprise de la saison. Alors nous en tant que suiveurs, il va falloir faire attention aux nouveaux maillots, voir comment on arrive à les repérer, trouver des petites astuces pour repérer certains coureurs, certains maillots dans le peloton, mais aussi dans les équipes. Des fois, on a eu du changement de matériel, des fois, on a eu du changement d'équipier, tout simplement. Et il faut tout cela se mettre en place. Donc, c'est toujours la difficulté sur ces courses de début de saison. Donc, c'est jamais évident. Voilà, il y a des coureurs qui n'aiment pas aussi courir en Australie. Il y a des coureurs qui vont reprendre bien plus tard. C'est vrai que gagner le Down Under, c'est souvent compliqué sur le reste de la saison. L'exemple typique cette année, Jevine, en 2023, gagne le Down Under. Derrière, il ne fait pas des grands résultats. Parce que ça montre aussi que tu es vraiment très en forme quand tu gagnes le Down Under. Et ça veut dire parfois que tu es en forme un peu trop tôt, que tu as tellement bien travaillé pendant l'intersaison que peut-être à un moment de l'année, tu auras un petit peu de fatigue. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une malédiction comme sur le Grand Prix de la Marseillaise, mais quand même, gagner le Down Under, ça ne veut pas dire que derrière, tu vas avoir une grande réussite sur ta saison. Après, l'année dernière, Simon Yates, par exemple, fait un bon Down Under. Derrière, il fait un excellent Tour de France également. On regarde tout de suite la présentation du parcours.
On regarde tout de suite le parcours de ce Tour de Under avec donc déjà le parcours global de la course pour vous situer un petit peu sur une carte de l'Australie. Donc toute la course se situe autour d'Adélaïde. Donc on est plutôt dans le sud de l'Australie. Et donc avec une course qui est très concentrée autour de cette ville d'Adélaïde qui est, on va dire, un petit peu le camp de base de l'épreuve. On s'éloigne assez peu avec deux moments importants, donc le Mount Lofty pardon, et Vallelunga Hill, pardon, je vais y arriver, qui est, Vallelunga c'est un circuit en Italie, c'est pour ça que je vais faire souvent la confondre. Vallelunga Hill, pardon, qui est la montagne, la côte la plus importante de ce Tour de Nonder. Tour de Nonder qui commence à être ici depuis de nombreuses années. Première étape du Tour de Nonder, on sera au nord d'Adélaïde, entre Tanunda et Tanunda. Ça sera un circuit d'une cinquantaine de kilomètres. Il fait à peu près 45 kilomètres, où il y aura un sprint intermédiaire lors du premier tour et lors du deuxième tour à Angaston. Et puis une côte à parcourir à 3 reprises, la Manglers Hill, 1 km à 5,2 de moyenne. Et l'arrivée se fera 15 km après cette difficulté dans une descente du côté de Tanunda. Donc ça sera l'étape de mardi, qui se déroulera donc dans la nuit de mardi, de lundi à mardi pour nous. Donc ça sera l'étape de ce soir, demain, pour cette étape de Tanunda. Donc qui sera le premier jour, étape plutôt pour sprinter. Deuxième étape, Norwood Lobetal, une étape en ligne avec là encore cette montée du côté d'Ashton qui fera 10 km à 4,3 de moyenne. On passera encore une fois plusieurs fois sur cette ligne d'arrivée à Lobetal. Il y aura un sprint à Woodside. Ça sera à 6 km du premier passage sur la ligne d'arrivée. On aura ensuite un deuxième passage sur la ligne d'arrivée qui sera sprint intermédiaire au kilomètre 71,5. Mais surtout, vous voyez une côte, la Fox Creek Climb, 1 km 6 à 7,5 de moyenne. On dirait un petit peu une Virunga Hill, mais en version raccourcie. Donc côte très courte, très punchy, très intéressante. Surtout qu'elle se situe donc assez proche de l'arrivée, comme vous pouvez le voir. Elle se situe à moins de 10 km de l'arrivée. On passera à 3 reprises dans cette côte, parce que vous voyez, là c'est un premier passage, un deuxième passage, et puis là, qu'est-ce que vous voyez? Oh, un troisième passage, et puis surtout ce que vous voyez, c'est qu'il y a encore un petit faux plat montant juste après, et ça se situe à 5 km de l'arrivée d'une étape assez courte, 142 km, donc ça sera assez punchy. De toute façon, les étapes sont jamais très longues sur le Tour de Nonder, on est en tout début de saison. Troisième jour, Tea Tree Gully vers Campbelltown avec un départ au pied d'une bosse. Ça va faire mal en début de saison. La Tea Tree Gully Hill, 1 km 9 à 6,2 de moyenne. On passera à Wentrill. Et non, il n'y aura pas les frères Scott car nous sommes en Australie. On aura ensuite une côte de 4e catégorie, la Whispering Wall Climb, 1 km 4 à 2,4 de moyenne. Sprint intermédiaire à Lyndoch, 46 km 500. Deuxième sprint intermédiaire au Mount Pleasant, ça sera au kilomètre 83,5. Et puis ensuite, on sera plutôt sur du faux plat descendant dans cette deuxième partie de course qui devrait donc aller assez vite pour rejoindre Campbelltown qui sera le lieu du sprint de cette troisième étape. On attaque ensuite l'étape de vendredi. Murray Bridge vers Port Elliot. Alors là, c'est quasiment tout plat dans cette journée, à part la côte de Gemmelli Hill et 4 km 1 à 3,9 de moyenne, côte de 3e catégorie au kilomètre 88. On passera à Longhorn Creek et à Strabalbine, je ne sais pas comment on le dit, au kilomètre 82. Avant, une arrivée au kilomètre 136 d'une étape qui sera vraiment très plate, donc qui devrait aller assez vite. Étape numéro 5, l'étape de Virunga Hill, avec un départ depuis Christie Beach. On passera une première fois à Virunga, mais pour un sprint intermédiaire. Deuxième passage à Virunga au kilomètre 62,5. On passera notamment par le Sniper Point à 2 reprises, au kilomètre 39,5, mais surtout pour le sprint intermédiaire au kilomètre 80.
Et puis ensuite, le premier passage à Willunga Hill, 3 km 4 à 7,3 de moyenne. Un plat ensuite derrière, donc ça fait partie des côtes très compliquées parce que bon, déjà 3 km 4 à 7,3 de moyenne, vous allez dire c'est pas si énorme que ça. Oui, on est en tout début de saison et puis quand il n'y a que 2 fois cette côte sur le parcours et qu'on sait que ça va être un moment décisif de la course, ça va rouler très vite. Et ensuite, en plus, après le premier passage, il y a un long plat d'une dizaine de kilomètres, un petit peu comme sur la Flèche Wallonne après le mur de Huy. Ça y est, le mur de Huy, ça ne descend pas après le mur de Huy, c'est un petit peu le même principe. Et puis, donc, on aura un deuxième passage à Willunga Hill où sera jugée l'arrivée après 129 km de course. Et puis, dimanche, dernière étape, entre Hunley et Mount Lofty, une étape bien vallonnée, là également de 129 km. Il y aura 3 passages au Mount Lofty, au kilomètre 69,5, au kilomètre 18,5 et à l'arrivée on ira un petit kilomètre plus loin que pour le classement de la montagne, 2 sprints intermédiaires à Mylor et Uraldia, et également une première côte, le Weedy Point, 3 km 8 à 5,5 de moyenne. Ça sera juste après le départ. C'est assez intéressant de voir également que le classement de la montagne va se jouer certainement dans ce dernier week-end et dans cette dernière étape où il y aura pas mal de points à prendre du côté du classement de la montagne. Donc 6 jours de course sur des étapes très courtes, mais où ça risque de rouler fort et ça va bien mettre en jambe les coureurs pour le reste de la saison. Toujours des courses qui sont difficiles, hein. Ces courses en Australie, parce que les conditions climatiques sont assez chaudes, mais aussi parce que souvent ça roule très costaud, un peu encadré. Vous avez des coureurs qui veulent se montrer, parce que il y a des places à prendre sur certaines courses de début de saison. Et puis il y a des jeunes qui ont les dents longues, donc c'est toujours assez marrant de voir comment les coureurs s'excitent sur cette épreuve. La météo pendant cette semaine de compétition, un grand soleil est attendu pendant toute la semaine, entre 22 et 25 degrés. Attention, par contre, on aura un vent de sud-ouest qui sera assez fort pendant la semaine. Le vent ne va quasiment pas changer de direction. Peut-être vendredi, il sera un peu plus d'ouest et un peu moins fort. Mais sinon, on aura des conditions, on aura souvent du vent aux alentours de 25-30 km/h, donc il faudra faire attention. Et puis donc demain, pour l'étape numéro 1, ça sera la journée la plus chaude de la semaine, selon la chaîne météo, avec au moins 25 degrés, mais il faut faire attention, le soleil tape en Australie à ce moment-là de l'année, donc on peut avoir des ressentis qui sont bien plus importants, et puis un vent de sud-ouest à environ une quinzaine, 15-20 km/h pour cette première journée du côté de Tanunda. Du côté de la stratégie, on va avoir en fait 2 courses en une. Sur cette épreuve, il va y avoir les coureurs qui vont vraiment jouer le général, donc ils vont jouer le général et les sprints parce qu'ils veulent se montrer, parce qu'ils veulent montrer à leur leader qu'on peut leur faire confiance, parce qu'ils veulent montrer que le changement d'équipe par exemple a été bénéfique, et un peu montrer à leur ancienne équipe que regarde, vous avez fait une erreur de ne pas me conserver, de ne pas me renouveler. Donc des fois il y a un petit peu ce côté-là. Et puis il y a les coureurs qui ont certes seulement pour objectif de faire du kilomètre, parce que les objectifs principaux sont un peu plus tard dans la saison, qui savent au départ de cette épreuve qu'ils n'ont pas la condition physique pour jouer quelque chose. Donc c'est toujours particulier entre ce côté je veux faire du kilomètre, pourquoi pas en allant chercher une échappée, et puis de l'autre côté je veux montrer ce que je sais faire, et je veux montrer que je suis en forme. Donc c'est toujours particulier sur ce Tour de l'Under. Du côté du palmarès de cette épreuve, la première édition date de 1999, remportée à l'époque par Stuart O'Grady devant Jesper Skibby et Magnus Bäckstedt. Un seul Français a remporté cette épreuve, et j'ai envie de dire même un seul Français a été sur le podium de cette épreuve, c'est Gilles Maignan, et c'était en 2000 où il s'était imposé devant Stuart O'Grady et Stefan Weisman. Parmi les vainqueurs, beaucoup d'Australiens, Michael Rogers, Simon Gerrans, Alan Davis, Cameron Meyer, Rohan Dennis également, Richie Porte s'est imposé 2 fois, Jevine
l'année dernière s'était imposé devant Simon Yates et Pello Bilbao. Juan de Nice qui, on le rappelle, est empêtré dans cette affaire de du meurtre de sa femme. Et bon, pour le moment, les premières preuves sont assez accablantes sur Juan de Nice. André Greipel s'est imposé 2 fois. Luis Sanchez avait remporté la course en 2005 et a également fini à 2 reprises sur le podium de cette épreuve. Donc dernier podium, Jay Vine, Simon Yates, Pello Bilbao. Et puis on rappelle qu'en 2021-2022, la course avait été annulée à cause de la pandémie. Pas en 2020 parce que c'était avant la pandémie de la Covid. On regarde tout de suite les équipes au départ de cette épreuve. Même moi, vous voyez, je suis encore en reprise parmi les équipes au départ. Donc nous avons la UAE qui sera emmenée par Alexandro Covi. On aura également le grand retour de Odeg. Et puis le jeune Isaac Del Toro qui a été performant sur le critérium de début de saison. Du côté de la Jayco Alula, grosse équipe. Caleb Ewan, Simon Yates, Luc Plapp. Du côté de la Bahreïn Victorious, on a Phil Bauhaus et puis avec Milosevic et Jack Egg qui voudra montrer il est en grand début de saison. Et puis un Torsten Trael qui lui a changé d'équipe. Al Soudal Quickstep, bien entendu, Julien Lafilippe qui veut montrer qu'il n'est pas fini à Patrick Lefebvre et surtout qu'il y aura un gros début de saison avec comme point d'orgue le Giro. Et puis il y aura également le français Antoine Huby et Gilles Gelders, le belge. Alors, je pense qu'on doit dire peut-être Gilles Gelders du côté de la Soudal Quickstep, jeune coureur. Du côté de Decathlon AG2R qui vient de recruter Edvald Boissonhagen. Ça c'était le dernier recrutement presque de la saison pour Decathlon AG2R. Eh bien, on sera emmené par Clément Berthet et Franck Bonamour. Puis il y aura également Nance Peters pour tenter d'aller chercher peut-être encore un classement de meilleurs combatifs. Du côté d'Intermarché, Binyam Guermeil avec Madis Mikkel. Donc on aura comme objectif, je pense, d'aller chercher le général. Et puis il y aura également Georg Zimmermann avec un Guermeil qui pourrait, pourquoi pas, faire des bonnes choses, mais Willunga Hill, ça sera un petit peu trop compliqué pour lui, mais Georg Zimmermann, ça peut être un coureur intéressant. Du côté d'Israël, il y aura George Bennett, Simon Clark, également dans cette équipe, et puis on a Corbin Strong du côté d'Ineos, on aura Filippo Ganna, Narvaez également, et puis Elia Viviani du côté de la Bora, Sam Welsford avec Roger Adria. Du côté de la DSM, Patrick Bevin avec Chris Hamilton et Oscar Ondi. Du côté de la Cofidis, Pete Algart avec Simon Geschke dans sa dernière année. Du côté des professionnels qui pourra peut-être démarrer sur les bonnes auspices. Du côté d'Arkea, on aura Louis Barret, Lorenz Huyss également dans cette équipe. Avec Max Scottson qui je pense sera le leader du côté des sprints. Du côté de la Movistar, on a Barrenechea, avec surtout Ruben Guerrero qui sera au départ. La team Visma, elle, vient avec Johannes Tonmitet et Milan Vader pour cette première course de la saison. C'est rarement un objectif pour la Visma. Du côté de F, on a Harry Sweeney qui sera au départ avec Archie Ryan notamment. Du côté d'Alpecin, on aura Tobias Bayer et Stan Van Triech. Du côté, et puis il y aura Maurice Ballerstadt là aussi. On sent que c'est pas la course de l'année pour Alpecin, que les objectifs sont un peu plus tardifs. Du côté d'Astana, on aura Battistella et Gazzoli. Du côté de la Lidl Trek, on aura Dario Cataldo et Juan Pedro Lopez. La Groupama, elle sera emmenée par Laurence Pitti, Enzo Palini, Rudy Mollard, ça reste quand même assez faible. Et puis il y aura une équipe d'Australie emmenée par Michael Storer dans cette formation, des coureurs qui n'avaient pas leur équipe invitée sur cette épreuve. C'est le cas de Storer, ou qui sont des jeunes pépites australiennes. Parmi les favoris, alors je rappelle toujours mon petit dicton, je rappelle que les paris sportifs sont dangereux, et je rappelle aussi que j'enregistre, nous sommes le 15 janvier, les 22h20, j'enregistre assez tardivement cette vidéo, donc normalement il ne devrait pas y avoir de changement du côté de la start list, mais je rappelle aussi que voilà, les paris sportifs sont dangereux et surtout qu'il faut faire très attention dans le cyclisme et ne dépensez pas votre argent n'importe comment. Et surtout, je vous rappelle juste une règle élémentaire, ces entreprises-là, leur objectif c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'en perdre en vous le redonnant.
Du côté des favoris au sprint, eh bien, j'ai mis Caleb Ewan, parce que Caleb Ewan, il aura envie tout simplement de montrer ce qu'il sait faire après une année 2023 et une deuxième partie de saison qui a été compliquée. Phil Bauhaus, parce que l'année dernière déjà, il avait été performant en remportant une étape sur ce Tour de Under. Ça veut dire que c'est une course qui lui réussit, que c'est un sprinter sur lequel il faut toujours compter. Sam Welsford, parce qu'avec la Bora, il a maintenant un train beaucoup plus intéressant et que lui aussi, il aura envie de montrer que c'est un très bon sprinter. Et puis en grosse cote, j'ai mis pour m'amuser Narvaez, parce que vous savez que Viviani, j'y crois plus des masses, donc j'ai mis Narvaez du côté d'Ineos, on ne sait jamais. Du côté des favoris pour le général, j'ai mis Simon Yates. Parce que les années précédentes, c'est quand même une course qui lui a réussi, qui n'a pas Jebine. Donc ça peut peut-être marcher. J'ai mis Ghana, parce que lui, il peut aussi marquer des points sur des sprints, prendre des secondes de bonification. Et, on sait que c'est un coureur qui est motivé cette année. Et puis, pourquoi pas Julien Alaphilippe. C'est vrai qu'au niveau puncher, s'il a retrouvé les jambes d'il y a 3-4 ans, c'est un coureur qu'il faudra faire attention. Et puis en grosse cote, j'ai mis George Bennett. Lui aussi, s'il retrouve un petit peu les jambes de quand il avait fait un bon tour de Lombardie, ça pourrait être intéressant. Le programme télé, donc comme je vous le disais, pour la première fois sur la chaîne Équipe, sur la plateforme L'équipe, la course sera retransmise. Donc à partir de demain, 1h30 du matin pour les leftos. Donc dans 3 heures, dépêchez-vous. Donc ça sera sur l'équipe live numéro 6. Et la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça sera retransmis également sur la chaîne L'équipe. Mais donc là, en différé. Je ne sais pas qui commande par contre la course du côté de l'équipe live, du côté de la plateforme. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Donc nous, on se retrouve pour le Down Under. On fera les débriefs plutôt le soir. Donc, je pense vers 17h, peut-être 19h. Vu qu'à 18h, il y a toujours les présentations cyclisme. Et puis, on fera un débrief chaque soir de l'étape. Et puis, je vous ferai une petite présentation, encore une fois, des étapes du lendemain et surtout des conditions climatiques pour ces journées. Parce que là encore, on est sur la chaîne météo à une semaine près. Il peut y avoir des grosses différences. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.